Dramane Ayeva. Donc Dramane Ayeva a été saisi et lui aussi il a monté l'information au niveau du gouverneur pour qu'on puisse revoir leur cas. C'est ainsi que le gouverneur français a donné son autorisation pour que ces élèves-là, qui ont eu leur BE et qui ont passé l'examen écrit sans problème, mais qu'aller à l'examen oral, de pouvoir s'inscrire au lycée Bonne Carrère de Lomé. Donc en 1955, Diabo Boukari obtint son bac scientifique et expérimental et bénéficia d'une bourse d'études au Sénégal. Ainsi, mit fin ses études au Togo. Merci beaucoup pour ce parcours de notre homme politique dont nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire. Bien, est-ce que vous voudriez nous parler de comment il a fait son université? C'est ça. Donc, il a commencé ses études universitaires à Dakar, l'université de Dakar au Sénégal. Donc, il s'est inscrit et quelques années plus tard, il s'est inscrit à l'université de Bordeaux où il a obtenu son premier diplôme en droit en 1958. Et en 1900, après ce diplôme, il s'inscrit à l'université Paris où il a obtenu le diplôme de planification économique en 1959. En 1960, il obtient le diplôme d'administration générale à l'École nationale de la France d'outre-mer, toujours à Paris. Et de 1961 à 1962, il suit une formation supérieure du programme d'études économiques des Nations Unies à New York. Donc son parcours universitaire a été vraiment court. Donc il a achevé son parcours universitaire par cette formation du programme d'études économiques des Nations Unies aux États-Unis à New York. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, maintenant, après ces études universitaires, bon, comme tout Togolais digne de ce nom doit revenir travailler au Togo, donc Diabo Boukari, le jeune Diabo Boukari devait revenir au Togo. Alors, est-ce que vous voudriez bien nous parler de sa carrière professionnelle sur le plan national? Alors, comme vous venez de le préciser, sa carrière professionnelle est de deux niveaux. Il y a sur le plan national et sur le plan international. Alors, sur le plan national, au Togo, il commença sa carrière en 1962. C'était à l'époque du feu Sylvanus Olympio à la présidence de la République. Donc, il a été recruté à la présidence de la République en qualité de directeur adjoint du plan, puis directeur du service d'organisation et des méthodes du plan. Donc, en 1965, il est nommé, c'est son grand poste qu'il a occupé durant sa carrière, au cours de sa carrière. En 1965, il est nommé le premier directeur général de l'OPAT, Office des produits agricoles togolaises, du Togo togolais. En 1967, il est nommé président du conseil de l'UTB et l'Union togolaise de banque et en même temps président de l'Alliance des pays producteurs du cacao, comme ça faisait partie de l'OPAT. Donc il gérait ça. Et il était aussi le représentant du Togo au sein de la Banque mondiale. Donc voilà un peu sa carrière professionnelle au Togo. Et il a commencé en 1962 et en 1973 il quitta le Togo. Donc il n'a pas vraiment duré au Togo en termes de carrière professionnelle sur le plan national. Merci. C'est sûr qu'il y aura des détails lorsque les gens vont poser des questions après. Bien, et donc sur le plan international,
Alors, sur le plan international, il quitta le Togo et fin 1973 ou début 1974. Il quitta le Togo pour rejoindre les Nations Unies. Et comme il a fait une formation dans cette institution internationale, et au sein des Nations Unies, il est directement nommé président adjoint du PNUD et en République Centrafrique. Et fin 1974, il est nommé le représentant du PNUD en Guinée-Conakry. Et en 1976, il devient le directeur adjoint de la division de l'Afrique de l'Ouest du bureau régional du PNUD à New York. Donc c'est là qu'il a resté jusqu'à 1990. Et en 1990, il devait rentrer au Togo. Je crois qu'on va revenir sur ce point. Ouais. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a demandé pour quelle raison il a quitté le Togo. Bien, je crois que ces questions-là, ce détail-là viendra après. Bien. Bon, maintenant nous disons que Jobo Bukari est également un homme politique. Parlez-nous de son parcours politique. Très bien. Donc, le feu Jobo Bukari a commencé son parcours politique en étant en France en tant qu'étudiant. Donc, il était le président de l'association des étudiants et togolais en France. Et en tant que responsable, il devait aussi adhérer à FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Donc, il était un militant actif de cette association avec son cousin Dr Bukari Karim, qui d'ailleurs a participé en 1958 à l'élection présidentielle au Togo, qui a permis à Bafilo, qui a permis Blanc Somala de battre Mama Fousseni. Donc, de 1963 à 1964, Jobo Bukari occupa son premier poste politique en tant que chef de circonscription de Sokodé. Et à ce poste, il a assuré l'intérim au niveau de la mairie de Sokodé en tant que maire. Donc, il gérait la circonscription de Sokodé et en même temps maire de la ville de Sokodé. Vous parlez de circonscription pour les jeunes qui ne le savent pas. Et dans l'ancien temps, c'est la préfecture qu'on appelle circonscription. Donc, oui. Il veut parler, Dr Tchagara veut parler de préfecture. Or, à l'époque, dans les années 60, on parlait de circonscription. Mais bien avant ça aussi, on parlait de cercle. Exactement. Bon, après, cette dénomination cercle, c'est circonscription qui est devenue aujourd'hui préfecture. Voilà. Allez-y. Donc, il a dirigé cette circonscription de Tchaoudjo et de 1963 à 1964 et en même temps maire par intérim. Donc, c'était son premier poste politique et il a occupé sous Sylvanus Olympio. Et il a continué après le coup d'État avec le feu Nicolas Grunitzky. Donc, il faut dire qu'il était un militant très actif, et je mets l'accent sur ça, très actif, du CUT, Comité de l'Unité Togolaise. Après le premier coup d'État, parce que le Togo en a connu plusieurs, après le premier coup d'État du 13 janvier 1963, il a été consulté pour occuper un poste ministériel au sein du gouvernement du président Nicolas Grunitzky, mais il a rejeté l'offre en disant que il n'est pas que son maître on ne pas assassiner son maître et lui il va venir occuper un poste avec un nouveau dirigeant. Donc il a complètement rejeté. Un instant, on nous signale. Les gens ne tapotent pas. On nous signale un instant. Tapotez s'il vous plaît. Hein? Merci, heureusement. Tapotez, je vous en prie. Si vous voulez écouter, tapotez. C'est comme il y a une question, je ne sais pas si on la prend ou bien on continue d'abord. Oui, laquelle?
Jomo qui demandait Maman Ousseini avait candidaté pour bord indépendantiste ou progressiste. Non, continue d'abord. Quand on va arriver à un niveau. Oui. Et donc, Jomo Boukari a refusé d'occuper un poste ministériel sous le président Nicolas Grinitzky parce qu'il n'était pas totalement d'accord du fait que le premier président du Togo indépendant a été assassiné. Mais il l'occupera plus tard sous le président Cléber Dadjo. Donc après le deuxième coup d'État du 13 janvier 1967, docteur, je voudrais préciser une chose aussi. Jomo Boukari a refusé de travailler sous Grunitzky parce que, bon, il était avec Sylvanus Olympio et Sylvanus Olympio était un nationaliste. C'est ça. Mais Grunitzky avait des acquaintances avec l'ancienne colonie, c'est-à-dire avec la France. Un progressiste, voilà. Il est progressiste. Voilà. Or, Jomo Boukari ne veut pas avoir des acquaintances avec tous ceux qui... La France. Voilà, avec la France. Donc, ce sont les deux, comme vous l'avez dit. Oui, il a refusé de servir avec Grunitzky parce que Sylvanus Olympio avait été assassiné. Et ensuite, c'est parce que Grunitzky avait des acquaintances avec le régime français. Voilà. Merci. Alors, il faut aussi ajouter qu'au moment de la lutte pour l'indépendance du Togo, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, il y avait deux courants politiques antagonistes. Les nationalistes dirigés par Sylvanus Olympio, qui réclamaient l'indépendance immédiate du Togo, et les progressistes dirigés par Nicolas Grunitzky, qui certes demandait l'indépendance, mais l'indépendance de façon progressive, avec la collaboration de la France. Donc, Jomo Boukari était du côté des nationalistes qui voulaient l'indépendance immédiate. Donc, je disais que après le premier coup d'État, il a refusé d'occuper un poste ministériel sous le nouveau président Nicolas Grunitzky, mais il le fera après le deuxième coup d'État du 13 janvier 1967, quand le colonel Cléber Dadjo est arrivé au pouvoir. Donc, il a fait appel et il était obligé d'accepter. Et là, il a occupé un poste ministériel de la fonction publique et des affaires sociales le 14 janvier 1967 sous, bien sûr, Grunitzky. Donc, le 14 avril 1967, il a eu un troisième coup d'État qui s'est soldé par le départ de Cléber Dadjo et l'arrivée... Ça veut dire que la présidence de Cléber Dadjo n'a été que de courte durée. 4 mois. 4 mois. C'est une présidence de 4 mois. C'est une présidence de 4 mois. Et donc, le président Eyadema arrive au pouvoir le 14 avril 1967 et il forma son premier gouvernement. Et dans ce gouvernement, il a dû faire appel à 2 techniciens. Et il y a 2 techniciens thèmes. Nous avons Jomo Boukari qui occupait le poste du ministre des Finances et de l'Économie et son grand frère ou bien son petit frère, Pierre Adama Adosema, qui était ministre de l'économie rurale et en même temps délégué à la présidence. Donc, je précise que Pierre Adosema était en exil ici en Europe, et plus précisément, je crois, en Hollande ou en Belgique. Et c'est là qu'il est décédé. Et voilà. C'est ça, il était en exil à Genève. Donc c'était à Genève. En Suisse. C'est ça. Voilà. Lui, là, il a quitté le Togo bien avant Jomo Boukari. Et donc, c'est à Genève qu'il a terminé sa vie terrestre. Et il est décédé le 8 mai 2010 à Genève. Et son corps a été rapatrié au Togo et enterré à Rwanda, à Bafilo. Donc, Jomo Boukari a travaillé avec le feu Gnassingbé Eyadema en tant que son ministre des Finances
et de l'économie. Le 3 août 1969, le président Eyadema, dans sa politique de créer un système à parti unique, le RPT devait renouveler son équipe gouvernementale. Et le 3 août 1969, il fait partir Djobo Boukari et de Pierre Adam Adossama au gouvernement. Donc c'est la fin de la carrière du parcours politique de Djobo Boukari avant son exil. Bien, maintenant, nous tombons sur la question de celui-là qui demandait, mais pourquoi Djobo Boukari est-il parti? Pourquoi il a quitté le Togo? Très bien. Et le départ de Djobo Boukari s'explique d'abord son départ au gouvernement. Alors, selon les informations qu'on a eues, les sources orales, qu'on a eues auprès des personnes ressources, les témoins de l'histoire, et aussi les informations écrites que j'ai eues, et notamment les rapports de la conférence nationale dite souveraine. Donc, il y a beaucoup d'interventions. Donc, dans ces rapports-là, on a parlé aussi les raisons du départ de Djobo Boukari et de son frère Pierre Adam Adossama du second gouvernement du président Eyadema le 3 août 1969. Alors, selon ces sources, alors il s'est fait que, et je voulais ajouter aussi qu'il y avait un organe de presse dont j'oublie un peu le nom, hebdomadaire Afrique ou quelque chose comme ça, qui a interrogé aussi Djobo Boukari sur les raisons de son départ au gouvernement et de son exil au Togo. Donc, lorsque on associe les sources orales et les rapports de la conférence nationale plus l'intervention de Djobo Boukari dans cet organe de presse, je peux résumer que son départ au gouvernement s'explique par plusieurs causes. D'abord, après le troisième coup d'État qui a entraîné le départ de Cléber Dadjo et l'arrivée au pouvoir du président, à l'époque on l'appelait Étienne Eyadema, qui est devenu plus tard Gnassingbé Eyadema. Donc, lorsque Étienne Eyadema a pris le pouvoir, selon les informations rassemblées, qui devait gérer le Togo pour 3 mois. Et là, Djobo Boukari aussi en a fait une déclaration sur cet organe de presse. Et donc, il devait prendre le pouvoir pour 3 mois et le temps de mettre en place les institutions et régler les antagonismes politiques entre les partisans des nationalistes et les partisans des progressistes. Donc, après les 3 mois-là, Djobo Eyadema, donc ça veut dire qu'il a pris le pouvoir en avril 1967. Donc, il devait céder le pouvoir en juin et on devait organiser une élection présidentielle pour que les civils puissent revenir au pouvoir. Donc, mais ça n'a pas été fait. Donc, du 14 avril 1967 jusqu'au 3 août 1969, Eyadema continuait par diriger le pays. Donc, alors que dans son gouvernement de 11 ministres, on a pu recenser sur 11 ministres 7 ministres nationalistes. Donc, et ces 7 ministres nationalistes étaient beaucoup plus coachés par Djobo Boukari, Pierre Adam Adossama, Alex Mivedor et Paulin Eklou. Donc, ces 4 ministres-là du premier gouvernement de Eyadema se sont retrouvés pour s'échanger sur les conditions, le fait que le Eyadema continuait par diriger le pays, parce qu'au départ, il parlait de 3 mois. Donc, ils se sont entendus que ce qu'ils vont faire, c'est un gouvernement de 11 ministres dont eux, ils sont au nombre de 7. Donc, ils se sont dit que le mieux, c'est de démissionner dans ce gouvernement. Si les 7 ministres démissionnent, ils vont paralyser le gouvernement et ça va créer une crise politique. Donc, dans quelles conditions ça va se faire? Et c'est là que ils ont dit que bon, chacun n'a qu'à écrire une lettre individuellement adressée au président de la République pour présenter sa démission. Alors, selon la première version, et ils l'ont fait, mais il s'est fait que
pendant que Djobo Boukari et son frère Pierre Adosama ont rédigé leur lettre et déposé, les autres ne l'ont pas fait. Donc, les autres ne l'ont pas fait. Et donc, Yadema était vraiment surpris et un peu choqué. Mais parce qu'il s'est dit que lui, il est nordiste. Mais comment se fait-il que dans un gouvernement, c'est ses frères du Nord qui présentent leur démission, notamment Djobo Boukari et Pierre Adam Adosama. Les autres ne l'ont pas fait, alors qu'ils se sont entendus pour le faire. Donc, selon une autre version, Yadema les a convoqués, et ces 4 leaders nationalistes. Mais bon, comme Yadema était un politicien parfait, il ne les a pas reçus ensemble, il les a reçus individuellement. Donc, il a reçu d'abord Pierre Adama Adosama parce que lui était délégué à la présidence, celui qui gérait les affaires politiques, les affaires à la présidence. Et Adosama, c'est-à-dire que le allumé ou dit que c'est quoi? Donc, Adosama expliquait Yadema, il l'a remercié en lui disant que vraiment, et ils ont beaucoup fait, et ils sont fatigués, ils veulent laisser la place aux jeunes. Donc, il peut continuer par travailler avec les jeunes intellectuels, notamment Edem Kodjo, Agbeibo, qui sont encore là, et ils sont rentrés après leurs études. Donc, il a dit que non, ils sont fatigués, donc ils veulent se reposer. Ah, un instant, je crois que... Un instant. Je crois qu'il va revenir. Je crois qu'il a un problème de... courant. Ne quittez pas, hein, il va revenir tout de suite. Bonjour, tonton. Bonjour, ma fille. Comment tu vas? Ça va, et toi? Oui, je vais bien. Donc, en attendant que Dr Tchagara ne monte, parce qu'il a eu des problèmes avec, je crois, son portable. Oui. Le portable est déchargé, il va le recharger avant de revenir. Bien. D'accord. Et merci. Et donc, avant de vous donner la parole, ceux qui sont en train de nous suivre ici, je voudrais vous dire que celle qui est montée, c'est une des filles de feu Djobo Boukari. Donc, elle s'appelle Risala Djobo et elle vit en France. Donc, j'ai l'honneur de recevoir ici la fille de Djobo Boukari. Donc, voilà. Et donc, ma fille Risala, oui. Tu as un mot. Comment? Tu as un mot à l'endroit, enfin, en hommage à ton papa, oui. Un mot à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent. Oui, je voudrais juste remercier déjà le docteur Tchagara qui est en train de bien narrer l'histoire de papa. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui sont dans le live au Togo et partout dans la diaspora. Et tous les Togolais du monde entier, je remercie tout le monde, ceux qui pensent à mon papa en ce moment. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup, tonton, pour tout ce que tu fais. Merci, ma fille. C'est avec plaisir et je le fais avec un cœur vraiment ouvert. Et ton papa, comme tu le sais, c'est mon tonton, c'est mon grand frère, c'est mon aîné. Et je me suis donné le devoir chaque fois de rappeler ce qu'il fut. Un instant. Je suis là. Je vais vraiment accepter. Un bouton est rosé. Non? Bon, tu peux me descendre, hein, tonton. Non, attends d'abord. Attends que le docteur remonte. Peut-être que le docteur aura un mot à ton endroit. Mazandanyo bouton bleu et rouge. C'est la troisième année on a bouché à base. Qu'est-ce que vous faites dans ma voiture? C'est juste un rêve, Joseph. Un instant. Ça fait 454 € par mois sans apport, avec 4 ans d'entretien et d'assistance.
Yann, agent administratif, a tout cassé, sauf le moral. Pourtant, son arrêt de travail aurait pu avoir de graves conséquences financières. Heureusement, Yann avait souscrit un contrat de prévoyance MGEN. Oh merde. J'essaie de le monter, mais ça ne passe pas. Et Donc, en ce moment-là, descends-moi et revois les paramètres. C'est bon de se sentir. oui. MGEN, première mutuelle des agents du service public. Non. Et docteur, comment tu avais fait pour monter et les deux bonhommes, le rouge et le bleu, là, tu appuies sur ça. Je n'ai pas limité. Pourtant, je t'invite, mais ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Une piscine dans le salon. Là, c'est la douche froide. Oui, allô? Vous avez assuré? Je crois qu'il va pouvoir rester chez lui. Hein? C'est pareil. C'est surtout qu'il faut. On est un bouton rouge, les petits bonhommes qui s'aiment là, on dit, mais il y en a un là-bas. Je sais que tout va bien. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de vieillir chez Ok. soi. Vieux s'engage. Je vois elle. Donc, madame, ça y est, peut-être qu'il y aura un mot à ton endroit. Bon, même si il en est. Oui. Ok. Bon, alors, ma fille, Rissa, Oui, tonton. je te descends parce que quand D'accord. lui fait la demande, ça ne le montre pas. Mais tu restes en bas. Si j'ai besoin de toi, je te rappelle. D'accord. Pas de Merci. souci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est notre grande folie qui nous rend. Power on. Bon, docteur, refaites la demande, on va voir. Pairing. Bluetooth connected. Refaites la demande. Oh, vraiment. La demande ne passe pas. Pourquoi cette histoire-là encore, mais... Ça rejette sa demande. Ah, chers amis. Tapotez, 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 s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Je le fais remonter, mais ça rejette sa demande. Merde. Voilà. Enfin, merci. Merci. Ok, merci beaucoup. Toutes nos excuses, c'était un problème technique. Donc, je disais que j'expliquais les causes du départ du fait de Jobo Boukari au gouvernement, au deuxième gouvernement du président Yadema. Donc, il les a réussi individuellement au lieu de les recevoir en groupe. Donc, quand il a appelé d'abord l'aîné, qui est Pierre Adama Adosama, et lui a expliqué que et ils ont beaucoup fait. Et ils ont travaillé avec le feu et Sylvanus Olympio, ils ont travaillé avec Nicolas Griniski. Donc, c'est le temps de se reposer. Donc, il peut travailler avec les jeunes qui viennent franchement de l'Europe et qui viennent de finir leurs études. Et notamment, Edem Kodjo, et Agwebo. Donc, après, il a reçu Jobo Boukari. Et Jobo Boukari aussi, comme ils étaient entendus, se sont entendus. Et donc, Jobo Boukari aussi, il reprend
la version de Pierre Adam Adosama. Après Djobo Boukari, il invite Alex Mivedor. Bon, Alex Mivedor, qui d'ailleurs même n'a pas fait sa demande de démission, explique à Eyadema que non, et ils sont prêts à travailler avec le régime, que même s'il y a des jeunes qui vont venir, et le régime a toujours besoin des aînés pour que les jeunes puissent mieux s'en servir. Donc, lui il a expliqué au président Eyadema qu'il est d'accord et il est prêt pour travailler avec lui. Après, il invite Paulin Eklou. Lui aussi, il soutient la version de Alex Mivedor. Et le soir, et autour de 15 heures, le président Eyadema sort son second gouvernement, notamment le premier gouvernement du parti unique, le RPT. Et par surprise, Djobo Boukari et Pierre Adam Adosama se retrouvent hors du gouvernement. Pendant ce temps, Alex Mivedor, Paulin Eklou et les autres se retrouvent, sont reconduits dans le second gouvernement du président Eyadema. Donc, Eyadema a pris ça comme une traite. Selon Eyadema, c'est comme et ces gens-là du Nord, notamment ses frères du Nord, ont voulu ou bien voulaient lui trahir. Donc, et à partir de ce moment, la collaboration entre le président et Eyadema essaie de faire tellement à changer en même temps. Donc, face à cette situation, Pierre Adam Adosama très rapidement fait sa demande d'exil et finalement lui est parti à Genève, en Suisse. Et Djobo Boukari a ce moment continué par diriger OPAT. Et le 8 février 1971, ça dit 2 ans après leur démission, et Djobo Boukari est demeuré au pays, il gérait OPAT comme il est le premier DG. Et c'est le 8 février 1971 qu'on sort un décret présidentiel pour limoger à son poste l'OPAT et il fut remplacé par Joseph Ogama Bagna. Donc, Joseph Ogama voilà, Ogamo Bagna. Et le 14 avril, plus précisément le 14 avril 1974, Djobo Boukari était obligé de quitter le Togo pour les Nations Unies et ne revient plus tard en 1991. Voilà ce qu'on peut dire sur le départ de Djobo Boukari au second gouvernement du président Etienne Eyadema qui est devenu plus tard Gnassingbé Eyadema. Voilà, je vais renchérir, je vais ajouter encore quelque chose. C'est que au moment où Djobo Boukari était ministre des Finances, vous savez, la famille Gnassingbé, elle a toujours fonctionné comme ça. Et Eyadema envoyé des gens pour que le ministre des Finances lui envoie de l'argent. Djobo Boukari dit, mais comment je peux prendre de l'argent? L'argent de l'État, vous l'envoyez personnellement chez vous pour vos besoins. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Je suis ministre des Finances, mais ça ne se gère pas comme on le gérait au village. C'est là qu'ont commencé les brouilles avec Djobo Boukari, avec toute la suite que Dr Tchagara a dit. Donc ça là, ça ne se dit pas souvent, mais comme je suis très proche de Djobo Boukari et l'ayant côtoyé, c'est la version. Hein? Et Eyadema me demandait de lui remettre de l'argent. Hein? Eh bien, pour quoi faire? Pourquoi faire? C'est l'argent de l'État. Si vous devez avoir l'argent, il faut que ça se fasse officiellement, que je mette dans mes carnets et on ne doit pas gérer les finances comme ça. Donc, et après, Eyadema a essayé de fomenter un coup contre Djobo Boukari. Et c'est dans cette histoire-là que Djobo Boukari, se voyant obligé, se voyant menacé, et parce que finalement on fomentait un coup contre Djobo Boukari, à qui on disait qu'il voulait faire le coup d'État,
et surtout à partir du moment où les quatre élites dont a parlé Dr Diagara. Donc c'est comme bon, ces gens du Nord que Yadema considère comme ses frères. Comment ils peuvent oser agir de cette façon? Donc ils seraient capables, ces gens-là seraient capables de fomenter un coup. C'est comme ça que ça a commencé. Et Jobo Boukari se dit, ben, si je dois rester avec cet homme-là, il risque de me foutre en prison. Donc, j'ai mes qualités professionnelles. Je dois partir du Togo. Et donc, il est parti aux Nations Unies. Voilà, c'est ce que je tenais à préciser, à ajouter. Merci beaucoup. Merci pour les détails. Merci. Bien. Donc, nous venons de parler des causes du départ de Jobo Boukari aux Nations Unies. Bien. Donc, à la faveur de la conférence nationale souveraine, Jobo Boukari devait revenir. Il devait revenir, voilà. Et donc, il est revenu en 91. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de comment il est revenu, pourquoi il est revenu, comment il est revenu et en 1991, à la faveur de la conférence nationale souveraine? Merci beaucoup. Donc, et lorsque les crépuscules des années 90 ont commencé, et les acteurs de ces troubles politiques, notamment le Code 2, ont fait appel d'abord à Pierre Adama Dossama de rentrer au pays et continuer son parcours politique. Parce que, voilà, dans les autres pays, les changements ont commencé. Donc, selon eux, c'est aussi la fin du régime RPT. Donc, ils ont pensé premièrement à Pierre Adama Dossama, comme il était délégué à la présidence, il a travaillé avec tous les régimes. Donc, malheureusement, lui rejeta cette demande. Et lui a dit qu'il n'est pas prêt à rentrer, continuer son parcours politique au pays. C'est là qu'ils ont pensé à Jobo Boukari. Et quand ils ont adressé leur demande à Jobo Boukari alla voir son frère, Pierre Adama Dossama. Et Pierre Adama Dossama lui a fait savoir que lui ne le conseille pas de rentrer. Donc, lui le conseille de rester au Togo et à Genève et laisser les affaires politiques aux politiciens du pays. Mais Jobo Boukari n'a pas vraiment apprécié ces conseils de son aîné. Donc, il décida de rentrer sous la demande vive du Code 2. Alors, pourquoi on cherchait que Jobo Boukari rentre? C'est pour être leur aîné, et parce qu'ils se disent qu'ils sont encore jeunes. C'est vrai, il y avait le fils du feu Sylvanus Olympio Jules Christ, qui était vraiment très dynamique, mais ils pensaient beaucoup plus à Jobo Boukari. Et quand Jobo Boukari est arrivé, et on devait organiser la conférence nationale dite souveraine. Donc, selon les règlements, That's a more life, huh? Donc, on a pas de justement, la trop, on va t'avoir foutre dans l'eau à Syrie, quoi. Ton micro, il y a ton micro, Eh, mais, il y a que maman. Power off. Il y a que maman, il y a que maman. Il y a un gamin vocal, mais où est ce mané? Vous m'excusez, hein? Vous m'excusez. Allons-y. Donc, Jobo Boukari est rentré au Togo au moment de la conférence. Selon les règles de la conférence, on devait élire un premier ministre et que ce premier ministre-là ne doit pas être candidat à l'élection présidentielle. Donc, ils ont proposé à Jobo Boukari ce poste du premier ministre.
Mais Jobo Boukari n'était pas d'accord à ce poste. Il voulait être candidat à l'élection présidentielle. Et donc, c'est là que ils ont pensé à Joseph Kofigo, qui est élu. Donc, en 1993, on devait organiser une élection présidentielle. Donc, les membres de l'opposition devaient se retrouver à Cotonou. Et une fois à Cotonou, ils devaient décider sur celui qui devait être leur leader. En absence de Jobo Boukari, qui a été invité à Paris. Donc là, et à Cotonou, ils ont dit que ne peut être candidat celui qui a un parti politique. Or, Jobo Boukari n'a pas créé son parti politique. Non. Donc, du coup, Jobo Boukari ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Et finalement, l'opposition s'est engagée dans la division. Et c'est ainsi que l'élection présidentielle a eu lieu en 1993, remportée par le président Eyadema. Élection présidentielle à laquelle le coq, comment il s'appelle, Edem Kodjo devait participer, mais je crois peu avant, il a dû lâcher du lest. Donc, voyez ce que le docteur Tchagara venait de vous dire, c'est vrai, c'est vrai. D'abord, Jobo Boukari, avant de quitter les Nations Unies pour arriver, il est arrivé en 2 étapes. Il n'a pas pris part à la conférence nationale souveraine, mais il a envoyé sa communication. Et sa communication a été lue par Jean Degly, qui était le rapporteur de la conférence nationale souveraine. Et cette communication-là a été tellement appréciée. Bon, donc dans un premier temps, Jobo Boukari est arrivé. Juste après la conférence. Et c'est là qu'ont eu les traquenards pour les élections prochaines. Or, comme Dr Tchagara le dit, c'est eux qui se sont entendus pour inviter Jobo Boukari. Vous êtes un aîné, venez, nous allons construire notre pays ensemble. Et nous pensons que vous êtes la personnalité la mieux indiquée pour être au-dessus de la mêlée. Jobo Boukari accepte. Il arrive, on lui dit d'être Premier ministre. Je dis non, et lui dit non. Je ne peux pas être Premier ministre. On veut aller aux élections, je veux être candidat aux élections présidentielles. Et à Cotonou, on lui dit non, ne peut être candidat, comme l'a dit Dr Tchagara, ne peut être candidat que toute personnalité qui a un parti politique. Voilà. Vous, il lui avait dit de venir pour la construction du pays. Vous lui proposez ceci, il vous dit cela. Vous rejetez. Jobo Boukari s'est mis à l'écart. Bon, alors, il y a eu 2 partis politiques. Je ne sais pas si tu te souviens, j'ai perdu le nom de ces partis politiques. Il y a le parti politique de l'ancien ministre, il est Naouda. J'oublie son nom. Donc, 2 partis politiques se sont coalisés pour dire, si c'est ainsi, nous allons faire de Jobo Boukari, non, c'est pas le PDA. Si c'est ainsi, nous 2 partis politiques, nous allons porter haut Jobo Boukari pour les élections. Et donc, ces 2 partis politiques, il y a, il est de Niamtougou, Kabassema. Je parle de Kabassema et un autre du Sud. Les 2 ont formé une coalition de 2 partis politiques
Et ils se sont dit, mais dis donc, on ne comprend plus la politique togolaise. Vous demandez à celui-là de venir, il vient et vous le mettez à côté. Donc, si c'est ça, nous, deux partis politiques, oui, c'est Mba Kawasema et puis un autre, j'ai oublié le nom. Donc, nous, on a coalisé et notre chef, c'est M. Djobo Boukari, même s'il n'est pas chef de parti. Et Djobo Boukari les a remerciés, dit, ben, c'est bien, avec ce qui se passe, je ne me mettrai pas dans ce truc-là. Puis encore, la raison pour laquelle Djobo Boukari a refusé d'aller aux élections, il a dit, je ne vais pas aller aux élections pour traîner le peuple togolais à l'abattoir. Parce que ce qui se prépare avec Étienne Eyadema, si j'accepte et que je vais aux élections, il va abattre beaucoup de gens. Donc je ne voudrais pas amener les populations togolaises à l'abattoir. Et c'est là que lui, il a refusé d'aller aux élections, quand bien même les deux partis politiques se sont coalisés pour le mettre à la tête de cette coalition de deux partis politiques. Voilà. Donc c'est ça. Et il est resté, Djobo Boukari a fait sa campagne, et j'étais dans sa campagne, on a fait d'abord à Sokodé, puis on est allé à Bafilo pour la campagne. C'était pas une campagne pour aller aux élections, mais c'était une campagne pour dire aux populations de ne jamais faire confiance à Eyadema parce que celui-là n'est pas un chef d'État qui doit diriger le Togo. Bon, peu avant cela, il y a eu une campagne de dénigrement contre Djobo Boukari. Donc, les gens du RPT ont dit que oui, Djobo Boukari a fait les Nations Unies, il a volé l'argent, c'est pourquoi il a été chassé et il est revenu au Togo. Et au cours de ces campagnes, Djobo Boukari a dit, ben, mes chers frères togolais, bien sûr, j'ai travaillé aux Nations Unies, j'ai pris ma retraite, mais aux Nations Unies, je n'étais pas un caissier. Je ne détenais pas la caisse. Comment je pouvais voler l'argent des Nations Unies? Et ça ne se passe pas comme ici au Togo où le chef de l'État, où chacun est libre de voler ce qu'il a volé. Et si lui, il avait volé, ben, il a pris sa retraite. On devait l'arrêter là-bas. C'est là-bas qu'on l'arrêterait. Et donc, toute cette campagne contre Djobo Boukari est vouée à l'échec. Et Djobo Boukari, finalement, disait, j'étais avec lui à Bafilo dans le meeting que nous avions organisé. Djobo Boukari dit, chers Togolais, si Eyadema vous donne de l'argent, s'il distribue de l'argent à vous, prenez cet argent. Ce n'est pas l'argent d'Eyadema, c'est l'argent qu'il a volé. C'est eux les voleurs qui considèrent les honnêtes citoyens comme des voleurs. Donc, si vous donnez de l'argent, prenez cet argent, mais ne le votez pas, ne le suivez pas. Et c'est là qu'il a dit ce proverbe à Bafilo et à Sokodé. Il a dit, lorsqu'un fou, vous voyez un fou dans la rue qui a autour de sa hanche un pagne, si le fou détache son pagne, vous qui êtes normal, resserrez bien votre pagne. Parce qu'il y a des mains un fou et publiquement il desserre son pagne, mais vous ne le faites pas, ne copiez pas celui-là. Voilà. Bon, vous nous excusez, nous ne voulons pas entrer purement dans la politique, mais nous ne sommes qu'en train
Je ne suis qu'en train de relater ce que Djobo Boukari avait dit. Merci. Donc, docteur, où est-ce que nous en sommes? Nous avons fini de parler des causes du départ du gouvernement et nous sommes sur le retour triomphal, n'est-ce pas? Ou bien nous avons fini? On a fini ça aussi. Voilà. La fin de sa vie. Voilà. Donc, nous allons maintenant parler de la fin de la vie de Djobo Boukari. Et puis, lorsque nous aurons fini ça, ceux qui ont des questions à poser pourraient faire la demande. On va les monter. Ils vont poser des questions à mon invité. Et si c'est possible, moi-même, je peux intervenir. Merci beaucoup. Donc, parlons de la fin de Djobo Boukari. Alors, la fin de Djobo Boukari, il faut dire que après les mésententes avec ses collègues de l'opposition, il est resté, mais il n'est pas resté à l'écart de la vie politique. Il les accompagnait dans leurs activités. Il est resté à Lomé dans sa maison à Kodjoviakopé. Et un 1er novembre 1997, il décida de rentrer à Sokodé pour visiter sa famille, dans l'intention aussi de faire une semaine avant de revenir à Lomé. Donc, et effectivement, c'est à la veille de son départ, notamment, non, le jour où elle avait de son départ, le 15 novembre 1997, que le monde entier apprend par surprise le décès de Djobo Boukari. Voilà ce que je peux dire sur la fin de sa vie. Merci, docteur Tchagara. Bon, vous ne pourriez pas parler de cela. Bon, moi, en tant que membre de famille, je vais dire quelque chose un peu là-dessus, mais je ne vais pas m'étendre sur les détails parce que c'est une affaire qui a été réglée au niveau de la famille et donc on ne veut pas remuer le couteau dans la plaie. Bien, Djobo Boukari, donc il est monté à Sokodé, comme le dit Dr Tchagara, pour rendre visite à sa famille et se reposer un peu. Donc, quelques jours avant le 15 novembre, il est monté à Sokodé et comme à son habitude, quand il arrive à Sokodé, il laisse tout à côté, sa voiture laisse à côté, mais il va à pied de quartier en quartier. Mais d'abord, comme c'est un homme reconnaissant, et lorsqu'il quitte sa maison, il va directement chez ma mère. Et on lui donne un petit tabouret. Il s'assied, il discute avec ma mère, parce que il appelle ma mère sa mère, Mongo. Il ne l'a jamais appelé par son nom, comme ça il dit Mongo. Donc il s'assied, il discute. Donc c'est une reconnaissance d'un fils à sa maman. Et quand il quitte maman, donc il va de maison en maison pour saluer les gens du quartier. C'est après avoir fait cette ronde qu'après, il prend son véhicule, il va vers Didoré pour saluer ses anciens amis, par exemple la famille Kodoji, etc., etc. Tout ce qu'il connaît comme amis. Il les salue et il revient et l'après-midi, tous montent pour lui rendre visite. Voilà. Donc, c'est dans cette atmosphère ambiante que, voilà, un jour, on lui présente un plat. Il était assis avec nos sœurs, ses petites sœurs, et le plat leur a été présenté. Et donc, lui et ses petites sœurs, je dis bien ses petites sœurs de même père. De même père, et il y a quelques-unes de même père et de même mère.
tous ensemble assis sur des nattes, pas sur des chaises. Et ils étaient assis par terre. Et tous ont goûté à ce plat. Ce qu'on appelle chez nous, c'est des gâteaux qu'on appelle massa. Tous ont mangé, ses petits sœurs ont mangé, lui il a mangé. Et puis après c'est fini. Rien n'est arrivé aux sœurs, mais Djobo Boukari a commencé par avoir des malaises. Je ne veux pas aller dans les détails. On a appelé un docteur qui l'a suivi et on ne comprenait pas pourquoi la tension montait en même temps. Et bon, franchement, je ne veux pas aller dans les détails parce que cette affaire a été close. Donc, c'est comme ça que à la veille, il souffrait, il demandait même à arracher tout ce qu'on a mis sur lui comme pour perfusion de sang ou bien infusion, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et le 15 novembre 1997, c'était un samedi, Djobo Boukari perdait l'âme. Djobo Boukari s'en allait. Alors que quelques jours bien avant, il était bien portant, tout souriant. Il a rendu visite à ses parents. Il a rendu visite à tout le monde. Il a rendu visite à sa petite maman et ma mère, comme je vous le disais. Et il est revenu et puis le soir, on lui a donné, on leur a remis ces gâteaux. Et il ne s'est plus relevé quelques jours après, 2 ou 3 jours après. Donc, le samedi 15 novembre 1997, il perdait l'âme. Donc voilà, et tout le quartier était en ébullition lorsque le quartier a appris et ça a traîné dans toute la ville comme une traînée de poudre. Voilà. Et donc, c'est cela que je peux vous dire. Je ne voudrais pas aller dans les détails. Tout ce que nous souhaitons, c'est paix à l'âme de Djobo Boukari. C'était la fin de celui-là en qui le peuple avait confiance. Merci. Docteur, si vous avez quelque chose à ajouter, vous ajoutez. Sinon, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, ce que j'ai ajouté, c'est que j'ai beaucoup appris aussi et je pensais avoir quand même un peu des informations sur lui, mais oui, je peux dire que vous avez donné même plus de détails que je ne connaissais pas. Et vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est tout ce que je peux vous dire. Et je remercie également, j'ai vu que vous avez fait monter sa fille et je ne la connais pas. Et oui, l'occasion m'a permis. Vanessa, est-ce que ma fille est là? Est-ce que tu peux revenir dire merci au docteur? Ma fille Rissa, tu es là? Tu peux revenir dire merci au docteur avant qu'on ne passe la parole aux gens? Je vais voir si elle est là. Ah oui, elle est là. Directement depuis votre boîte aux lettres. Oui, je suis là. Oui, Rissa, voilà, Oui. merci. Et je t'ai fait monter parce que le docteur est là. Vous pouvez me descendre pour que je puisse bien voir ma soeur ou bien ma maman. Non, comment te descendre? Non. Tu ne la vois pas? Tu ne la Merci, vois hein, pas? docteur. Oui, Merci je ne la beaucoup, vois pas. docteur. Merci beaucoup, ma soeur. Vous êtes au Togo? Oui, oui, je suis au Togo. Ah, d'accord. Bon.
Ben, je Oui, vous remercie beaucoup pour la narration de l'histoire de papa. Hein. Merci beaucoup, merci Ça me beaucoup. touche beaucoup, ça nous touche, nous tous, mes frères et mes sœurs, tout le monde vous remercie beaucoup. Merci. Et on remercie aussi beaucoup tonton, notre tonton, qui fait beaucoup de choses pour qu'on se souvienne de papa. Voilà. Nous, on saisit notre chance. Nous, les Wanted. Atero Wanted. Et le nouveau Forever Wanted. Rissa, tu as fini? Oui, oui, j'ai fini, j'ai fini. Oui, d'accord. Et bon, je tiens à te remercier aussi d'avoir fait cet effort de monter dans mon live et Oui. pour dire merci à tous ceux qui nous suivent. Merci, grand merci pour cela. Je t'en prie, tonton. Je tiens à préciser que Djobo Boukari, fait Djobo Boukari, a... Docteur, tu as quitté? Docteur. Je suis là. Ouais. Oui, je voudrais préciser que, bon, Rissa Djobo n'est pas la seule enfant de Djobo Boukari. Djobo Boukari a eu au total 6 enfants. Et donc, c'est tout comme Dr Sidi Touré. Sidi Touré aussi avait 6 enfants. Donc, Djobo Boukari a 6 enfants et l'un est décédé. L'un est décédé et celui-là était en Allemagne ici. Il est rentré. Et bon, quand il était ici, il était à Hanovre, il me rendait visite et puis après, il est rentré un jour comme ça, malheureusement. On l'a trouvé mort dans sa chambre. Et c'est le frère direct de Rissa Djobo, celle qui est avec nous ici, c'est son frère direct. Et malheureusement, voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, parmi ses enfants, c'est lui seul qui s'appelle Abdul Razak, qui est décédé. Les autres enfants vivent encore et pratiquement tous sont en France, comme Rissa. Rissa est en France, les autres sont en France. Il y a parmi ses enfants Cyrina qui est la fille aînée de Djobo Boukari. Et puis la deuxième enfant, c'est Medina, Medina a pris le nom de la mère de Djobo Boukari. Oui. Donc, Djobo Boukari voyait en Medina sa maman. Bon, parce que Medina a la corpulence svelte de la maman de Djobo Boukari. Donc, un peu svelte et tout ça là, c'est la photocopie de maman de Djobo Boukari. Donc, après lui, il y a elle et Rissala, et puis il a un fils aussi qui est au France, qui s'appelle Abbas. Abbas Djobo. Et après Abbas Djobo, bon, il y a un autre dont il s'appelle Suleiman. Bon, voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire concernant les enfants de Djobo Boukari. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ceux-là, compte tenu de ce qui s'est passé avec leur papa, ne veulent plus se mêler de... Non, ils ne se mêlent pas de la politique. Tu ris, Rissa. Et Rissa là est la seule qui me suit partout. Quand je suis en live, elle est avec moi. Elle m'appelle, on discute. Et puis, bon, je discute aussi avec ma chérie, la maman de Rissa. Et la maman de Rissa est ici, elle nous suit. Hein. Bon,
Si elle fait la demande, je peux la monter. Mais... Ah. J'espère qu'elle fera la demande. Hein. Ah, je vais voir si par hasard elle a fait la demande. Sinon, la maman est avec nous ici, elle nous suit. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est elle, je vais voir si c'est elle. Si c'est pas elle, je descends la personne. Bien, donc tous ces enfants sont en France et compte tenu de la situation politique, compte tenu de ce qui s'est passé avec leur papa, ils ne veulent pas se mêler de la politique parce qu'ils considèrent que la politique est vraiment ingrate. La politique est vraiment ingrate. Surtout au Togo. Ouais, donc ils ne veulent pas se mêler de cela. Voilà. Ok, là, papa, il sera obligé de demander de vous quitter un peu parce qu'il est en train d'aller à 18h, il y a une autre rencontre et un autre rendez-vous. Mais qui va répondre aux questions? C'est vous l'invité. Ah, mamie est là. Mamie est là. Un instant, maman est là. Oh, elle est redescendue? Elle est redescendue ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Mamie, ne nous fais pas ça, hein? Les vieilles, hein? C'est comme ça, hein? Bien, donc tu vas repousser ton rendez-vous pour de 30 minutes, hein? Au moins pour répondre à certaines questions et puis moi je vais continuer.